Allez, on revient à présent sur cette annonce historique hier pour les Kurdes, la dissolution du PKK. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, la fin de plus de 40 ans d'une lutte armée contre l'État turc qui a fait plus de 40 000 morts. Le PKK considère qu'il a accompli sa mission historique et que grâce aux armes, la question kurde est parvenue à un point où elle peut maintenant être résolue par une politique démocratique. Pour tenter de comprendre cette annonce et ses conséquences, je reçois ce matin le chercheur Adel Bakawan. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous dirigez notamment le European Institute for Studies in the Middle East and North Africa, l'Institut européen d'études du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, pour le dire en bon français. Vous venez de signer tout récemment la décomposition du Moyen-Orient après le 7 octobre. C'est publié depuis janvier aux éditions Taillandier. D'abord, pourquoi cette décision d'une dissolution alors que le PKK et sa branche armée sont persécutés par la Turquie sur le terrain ? C'est le résultat de ce que j'appelle une double révision, une révision kurde et une révision turque. Tout d'abord, la révision de la part d'Abdullah Öcalan. Il faut préciser quelque chose, que la décision n'a pas été prise par le PKK. C'est la décision de leur chef, qui est incarcéré depuis 1999. Il y a une grande séparation, une distinction entre le PKK de Kandil, c'est-à-dire la direction qui conduit la lutte armée, et leur pape qui est dans une île qui s'appelle Imrali, emprisonné depuis 26 ans. Alors, le PKK a un parti marxiste, léniniste, centralisé, où tout nous ramène à leur chef. C'est le chef qui décide, c'est le chef qui réfléchit. Et si vous analysez la vidéo dans laquelle ils annoncent la dissolution, ils disent notre vie dépend de la vie de notre sarok, c'est-à-dire notre chef. Autrement dit, c'est le sarok, c'est le chef qui détermine l'ensemble du processus. Et lorsque ce chef-là, après une révision de plusieurs années. D'abord, il passe par la kurdicité, c'est-à-dire dans les années 80, l'objectif c'était mettre en place un État kurde unifié sur l'ensemble du Kurdistan, de Turquie, de Syrie, d'Irak et d'Iran, pour instaurer la dictature du prolétariat. C'était l'idéologie, hein. Et donc il passe de ça à la Confédération démocratique dans les années 2010. Et ensuite, il abandonne même la Confédération démocratique pour placer la démocratie en Turquie, et uniquement en Turquie, au centre de gravité. Là, cette révision nous amène à cette décision. De la part des Turcs, et je m'arrête là, l'action nationaliste, le chef de l'action nationaliste qui s'appelle Davlat Bahçeli, c'est-à-dire l'acteur le plus nationaliste en Turquie, lui aussi il a fait sa révision. Et grâce à cette révision-là, le 26 octobre de l'année dernière, à l'Assemblée nationale, il demande directement à Abdullah Öcalan de venir à l'Assemblée nationale. Abdullah Öcalan venir à l'Assemblée nationale pour annoncer la dissolution du PKK et la réintégration de la base militante du PKK dans la société. C'est grâce à ça, mais bien évidemment, il y a d'autres facteurs aussi. Mais les facteurs majeurs, ce sont cette double révision. Ça veut dire que le rêve d'un grand Kurdistan, c'est terminé, hein. Ah oui, pour le PKK. Pour le PKK, c'est terminé. Pour le nationalisme kurde, non. Parce que le nationalisme kurde était là avant Öcalan. Il est là encore aujourd'hui. Et il sera là demain aussi. Le rêve d'un État kurde est toujours là. L'objectif final du nationalisme kurde est toujours la création d'un État. Mais lui, il a abandonné, depuis des années 2000, il a abandonné le nationalisme kurde comme l'espace dans lequel on instaure la dictature du prolétariat. Et il a adopté, comme j'ai dit, dans les années 2010, la Confédération démocratique pour revenir à son idéologie de base, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire la gauche. Depuis les années 40, dans l'espace kurde, et vous avez des gauches et vous avez des nationalistes. Même en Irak, même en Syrie, même en Iran, même en Turquie. La gauche pensait et pense encore aujourd'hui que c'est par la démocratisation du centre que toutes les minorités, que toutes les composantes, que tous les groupes puissent avoir accès à leurs droits. Tant que le centre n'est pas démocratique, la lutte armée, ça sert strictement à rien. Et c'est le résultat auquel il est arrivé aujourd'hui, Abdullah Öcalan. Vous l'avez dit, ça vient l'Öcalan, mais sur le terrain, les combattants du PKK, ils vont suivre cet ordre, ils vont déposer les armes ? Écoutez, c'est une très bonne question.
Pour moi, je suis le PKK depuis à peu près 20 ans. J'ai étudié en détail leur socialisation, leur éducation, leur formation. Écoutez, en dehors d'Abdullah Öcalan, le PKK n'existe pas. Ouais. Abdullah Öcalan, c'est le pape du PKK. Abdullah Öcalan, le pape pour les catholiques, c'est Abdullah Öcalan pour le PKK. Autrement dit, tout leur symbolisme, tout leur référentiel, tout le sens de l'existence du PKK se trouve dans Abdullah Öcalan. Par Abdullah Öcalan, avec Abdullah Öcalan. Si vous séparez Abdullah Öcalan de la base sociale, il ne reste plus rien. Ouais. Il ne reste plus rien. C'est pourquoi il est peu probable qu'une tranche, une catégorie, un groupe prennent la décision pour entrer dans la dissidence parce qu'il perdura l'ensemble de leur référentialité, de leur symbolisme, le sens de leur existence en tant que mouvement de dissidence. Et alors ça veut dire quoi, cette démocratisation? Quelle va être la place des Kurdes en Turquie? C'est pas un piège tendu par Recep Tayyip Erdogan? Non, il n'y a pas un piège, c'est un processus. Le processus, c'est quoi? Tout d'abord, la dissolution. Ensuite, le désarmement. La première étape, c'est fini. Le PKK a annoncé clairement à Soleimani et à Kandil, dans deux réunions différentes, sa dissolution. Maintenant, la deuxième étape commence. Ils ont créé 3 centres. Un centre à Duhok, un à Erbil et un à Soleimani pour que le PKK puisse rendre ses armes. Et donc, en parfaite coordination entre le service secret de l'État irakien, du GRK, gouvernement régional du Kurdistan, et du MIT, c'est-à-dire le service de renseignement turc. Et donc, le PKK, ils ont un mois et demi dans les 3 centres pour rendre leurs armes. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, bien évidemment, c'est la modification de la Constitution. Et dans la modification, l'amendement de la Constitution a 2 objectifs. Le premier objectif, bien évidemment, là je reviens à votre question, c'est des calculs politiques. C'est que le président Recep Tayyip Erdogan n'a pas le droit de se présenter pour un 3e mandat. Mais une modification de la Constitution lui donne cette occasion, cette opportunité pour se présenter au 3e. Mais pas seulement, mais aussi l'intégration des droits. Par exemple, de l'identité kurde, de la langue kurde. Davlat Barshali propose, par exemple, intégrer un article sur la Turquie comme un pays de la fraternité éternelle entre le peuple turc et le peuple kurde. Et tout ça, bien évidemment, ça c'est la 3e étape et c'est très important. Et la 4e étape, c'est la réinsertion de la base militante du PKK, à plusieurs milliers, dans la société turque et entrer dans le champ politique. Un peu comme la Colombie l'a fait avec les FARC. C'est exactement, vous avez bien dit, le PKK, il faut, pour comprendre cette décision, une dernière phrase, il faut comprendre que le PKK fait partie de la gauche radicale internationale qui a adopté dans les années 80-90 la lutte armée pour réaliser ses objectifs. Ouais. Cette gauche radicale a abandonné la lutte armée, action directe en France, l'armée rouge en Allemagne, les brigades rouges en Italie, en Colombie, en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Le seul mouvement qui restait jusqu'à aujourd'hui, d'où cette gauche radicale internationale, qui n'avait pas abandonné la lutte armée, c'était le PKK, et c'est fait. Avec une nuance de taille quand même, c'est que c'est aussi civilisationnel. Enfin, ce sont les Kurdes aussi, et c'est l'identité kurde qui est défendue avec le marxisme aussi, c'est un mélange. Et puis, il y a cette composante régionale aussi. Les Kurdes, ils sont présents en Turquie, mais aussi en Syrie ou encore en Irak. Est-ce que ça va avoir un impact sur les pays voisins? Ah oui, absolument, parce que le PKK a plusieurs branches. A une branche en Syrie, a une branche en Irak, a une branche en Iran, par exemple. Et là, ça va se passer comment dans ces pays-là? Alors, et vous avez 2 catégories de groupes. Vous avez des groupes qui dépendent directement du PKK. Et là, ils sont bien évidemment dans exactement le même processus, c'est-à-dire ils vont se dissoudre et ils vont rendre leurs armes. Par exemple, le PJAK iranien. Le PJAK, le parti de la vie liberté, qui dépend organisationnellement le PKK, lui aussi, il va se dissoudre et rendre les armes. Par exemple, les forces de défense de Sinjar, au Kurdistan irakien. Eux aussi, ils vont rendre leurs armes avec le service de sécurité irakien, le service de renseignement kurde et MIT de Turc. Mais par contre, en Syrie, non.
en Syrie, les FDS ont déclaré clairement deux choses. D'abord, on respecte et on salue cette décision d'Abdullah Öcalan, mais par contre, ça ne nous concerne pas, nous, parce que nous ne sommes pas du PKK, nous sommes autre chose. Et ça risque pas, eux, de les affaiblir, qui ont passé un deal avec le nouveau pouvoir syrien, mais on sent que les choses sont fragiles, ils tiennent des villes importantes, mais ils pourraient reculer. L'affaiblissement des FDS, des Kurdes de Syrie, ne vient pas de ce processus, mais plutôt de la position et du positionnement des États-Unis d'Amérique. Parce que ces Kurdes-là, les FDS, sont protégés, financés, armés, accompagnés par les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont combattu Daesh. Exactement, et parce que dans ce combat contre Daesh, sont des alliés stratégiques des États-Unis d'Amérique, mais aussi de l'Europe. On a bien entendu hier que Donald Trump a dit il est fort probable que je rencontre le nouveau président syrien, Ahmadinejad, et il est fort probable que je supprime toutes les sanctions, n'est-ce pas, contre la Syrie. Dans cette transformation de la position américaine par rapport à la Syrie, bien évidemment, le positionnement de Kurdes doit être interrogé. Une dernière question, que va devenir Abdullah Öcalan, resté emprisonné sur son île? Il y a deux scénarios. Le premier scénario, le mettre dans une résidence surveillée, ce qui est le scénario le plus probable. Sinon, le deuxième scénario, une liberté conditionnelle avec une marge de manœuvre d'action. Mais cela, dans le contexte actuel, est peu probable. Merci beaucoup Adel Bakawan d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle votre dernier livre, il est tout récent, c'est La décomposition du Moyen-Orient après le 7 octobre et c'est publié aux éditions Taillandier. Merci encore d'être venu sur ce plateau ce matin. Dans l'actualité,